Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. C'est la saison pluvieuse, la petite saison au sud du Bénin et surtout avec l'abondante pluviométrie observée ces derniers jours, surtout au niveau de la capitale économique du Bénin. Et bien sûr, les eaux sont revenues, les dégâts de ces pluies sont visibles déjà dans les concessions, dans les quartiers. L'inondation à Cotonou, la question qui se pose chaque année, peut-on trouver des solutions durables à ces problèmes d'inondation à Cotonou? Donc peut-on sauver Cotonou des inondations? Nous allons en parler sur ce plateau du décryptage. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Et pour donc essayer d'apporter des précisions sur c'est la question posée, revenir un peu sur l'origine, bien sûr, de ces pluies que nous constatons ces derniers jours et surtout les facteurs de vulnérabilité de Cotonou quand on parle des inondations, c'est-à-dire ce qui expose beaucoup plus Cotonou aux inondations. Nous sommes avec le docteur Flavien Edia Dovonou. Il est donc enseignant à l'université d'Arbo-Calavi, c'est lui, et qui donc va apporter aussi aujourd'hui quelques précisions par rapport donc à cette thématique. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le Merci d'avoir journaliste. cette invitation. C'est un plaisir pour moi. Installez-vous. Merci. Alors, je disais tantôt que vous êtes enseignant-chercheur à l'université d'Arbo-Calavi. Vous êtes spécialiste en management environnemental et qualité des eaux, coordonnateur des masters, des formations de master à l'Institut national de l'eau. Docteur Edia Flavien, encore une fois, bienvenue dans ce studio. Merci, monsieur le journaliste. Alors, pour commencer, c'est vrai qu'on l'a constaté, surtout cette petite saison à Cotonou, une abondance des pluies. Comment peut-on l'expliquer? C'est vrai que ce n'est pas seulement à Cotonou, surtout au niveau de l'Afrique occidentale. C'est vrai, ces derniers temps, nous avons constaté qu'il pleut beaucoup dans les pays situés au niveau du golfe de Guinée. Vous avez le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, etc. Donc, ces derniers temps, il pleut abondamment. Comment on peut expliquer cette pluviométrie élevée? Je crois nous allons émettre deux hypothèses. La première, c'est qu'il y a des pluies qui tombent tous les 10 ans, tous les 50 ans, tous les 100 ans. Et si vous avez bonne mémoire, en 2000, notre pays a enregistré une forte inondation. Il a eu plu abondamment avec des dégâts que nous avons encore en mémoire. Et nous sommes actuellement en 2019, donc proche de 2020. 2010, Pardon, en 2010, voilà, en 2010, voilà. on a reconnu cette forte inondation. Et actuellement, on est en 2019, voire 2020. Donc, ce n'est pas le phénomène cyclique des plus de 10 ans qui est en train de se répéter. C'est une première hypothèse. La seconde hypothèse qu'on peut émettre pour expliquer ce qui se passe actuellement, c'est de dire peut-être que, bon, est-ce que ce n'est pas les manifestations des changements climatiques? Parce que, vous savez, en un temps record, il pleut abondamment. Et ceci, ce n'est pas seulement au niveau du golfe de Guinée, c'est dans tout le monde entier. Lorsque je prends le cas de l'Espagne, par exemple, au mois de septembre dernier, en 48 heures, l'Espagne a enregistré le cumul de pluie de 6 mois. C'est-à-dire que la quantité, en 2 jours, on a eu l'équivalence de 6 mois de pluie qui est tombée sur l'Espagne. Et cela a entraîné beaucoup de dégâts dans le pays. Donc, on pourrait dire... Ça nous rappelle ce qui s'est passé dans l'autre, en France, l'année dernière. Exactement. Une pluviométrie qu'on doit avoir sur 3 mois, on l'a eu en 2 semaines. C'est presque les mêmes situations. Parce que vous allez constater que des fois, il pleut sur Cotonou pendant 3 heures de temps, 4 heures de temps. Beaucoup d'eau tombe au même moment. Et comme l'eau n'arrive pas à vite trouver le chemin pour pouvoir se libérer, elle s'accumule. On parle d'inondation. D'accord. En attendant d'arriver à avoir beaucoup plus de précision sur ces types de pluies, bien sûr, nous allons donc nous intéresser à la thématique, la préoccupation du jour, surtout quand on prend la ville de Cotonou, qui à chaque saison, à chaque année, on parle des mêmes choses. Les inondations dans Cotonou, il y a des quartiers dont on ne parle plus. Beaucoup de quartiers, Fifadi, Agla, vous allez dans Kokpato, des milieux que certains jugent quand même réceptacles naturels d'eau et qui aujourd'hui sont fortement occupés par la démographie, les habitations. Est-ce là seulement les problèmes, ce qui explique les inondations à Cotonou? Quels sont les facteurs naturels et aussi anthropiques quand on parle, et bien sûr, des inondations à Cotonou? Alors, vous savez, quand vous regardez bien la topographie de Cotonou,
c'est une ville qui est exposée aux inondations. Elle est exposée aux inondations parce que le relief est plat. Et quand vous avez un relief plat quelque part, cela ne facilite pas l'écoulement naturel de l'eau après les pluies. Ça, c'est un premier facteur. Le second facteur, quand vous regardez la ville, elle est encastrée entre le lac Nopoué au nord et les lagunes côtières au sud et la mer. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espace, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour pouvoir faciliter un écoulement. Ça voudra dire que le Cotonou se présente beaucoup plus comme un réceptacle d'eau. Oui, c'est naturel, c'est un réceptacle naturel. Et on en vient là tout à l'heure. Le troisième facteur qui justifie, n'est-ce pas, le fait qu'on enregistre chaque fois des inondations, c'est la nappe phréatique. La nappe phréatique qui affleure le sol. Elle n'est pas profonde. Et une fois que la nappe est gorgée, toute l'eau qui tombe après les pluies ne peut plus s'infiltrer. Elle est obligée d'attendre pour pouvoir chercher, n'est-ce pas, un couloir, un passage pour aller vers un point bas. Et le dernier facteur, qui, à mon avis, est un facteur purement anthropique, c'est les bas-fonds qui sont pris d'assaut par les populations. Vous savez, la ville de Cotonou a une superficie de 79 km², et sur les 79 km², vous avez 30% qui sont constitués, n'est-ce pas, de zones marécageuses. Près de la moitié. Oui, 30% environ. Donc, ces zones marécageuses, en réalité, servaient d'endroits naturels, de zones tampons. Et quand il pleut, l'eau va naturellement se réfugier dans ces endroits, prendre tout son temps pour pouvoir s'infiltrer dans la nappe. Mais aujourd'hui, il y a eu une urbanisation anarchique et il y a eu des lotissements où on a morcelé, on a vendu ces bas-fonds. Et une fois que vous arrivez, vous allez vous installer dans le nid de l'eau, dans les bas-fonds, l'eau ne sait plus là où aller. Quand elle vient dans sa maison et elle voit que sa maison est occupée par les hommes, tranquillement, elle se déverse dans les rues, dans les maisons, dans les quartiers. Voilà les 4 facteurs, à mon avis, qui sont des facteurs déterminants qui justifient, n'est-ce pas, qui expliquent, je vais dire, les inondations répétées que nous avons dans la capitale du Bénin. Donc, au-delà de ces facteurs topographiques, géographiques, morphologiques et bien d'autres, et climatiques également, il y a bien sûr l'action anthropique. Vous avez parlé de l'occupation des réceptacles naturels d'eau, l'occupation les des 30% aujourd'hui. Vous avez parlé d'une occupation anarchique. Alors, mais nous savons quand même que nous avons une ville qui présente ces caractéristiques que vous avez donc énumérées tout à l'heure. Comment se fait-il qu'on a laissé quand même les populations s'installer alors dans ces milieux qui sont, en fait, comment expliquer cette urbanisation-là anarchique? Alors, vous savez, moi-même, je me pose la question chaque fois. Et je me demande, est-ce que c'est l'État qui a vraiment loti les gens dans les zones marécageuses, ou alors c'est les populations elles-mêmes qui ont choisi délibérément d'aller occuper ces bas-fonds? C'est une question qui se pose à nous tous. Et il faut qu'on trouve des solutions si nous voulons vraiment finir avec les inondations à Cotonou. Vous allez vous construire les collecteurs, vous allez vous construire les caniveaux. Tant que vous ne libérez pas ces écosystèmes aquatiques, ces zones humides qui servent de tampon quand il pleut, quel que soit alpha, la ville sera toujours inondée. Et ça va être dommage parce que chaque année, il faut répéter la même chose. Non, mais on répète effectivement la même chose parce que ça fait plusieurs années déjà, on connaît ces plans d'inondation à Cotonou. Alors, mais voilà que sans forcément dire qu'il y a un diagnostic beaucoup plus pointu, fait déjà par rapport à la situation. On connaît quand même le véritable problème, vous l'avez soulevé tout à l'heure, mis à part ces facteurs naturels et surtout l'occupation anarchique de l'espace. Voilà. Vous l'avez dit dans vos propos tout à l'heure. Alors, puisqu'on connaît le problème, le véritable problème, pourquoi depuis quand même plusieurs années, on investit dans des politiques d'aménagement, on investit dans des plans, comme on prend par exemple le Cotonou en campagne contre les inondations développées par la mairie depuis quand même plusieurs années. Il y a beaucoup d'autres projets également, lutte contre les inondations dans Cotonou, qui semble-t-il n'ont pas pu trouver quand même, n'ont pas été efficaces par rapport aux problèmes qui se posent avec les effets amplifiés par le réchauffement climatique ou les changements climatiques. Puisque nous connaissons le problème, pourquoi on tarde à apporter la solution qu'il faut?
Alors, vous savez, Cotonou en campagne contre les inondations, ça ne date pas d'aujourd'hui. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Et à mon humble avis, c'est une solution précaire. C'est une solution précaire que l'on trouve à un problème profond, un problème sérieux. Alors, Cotonou en campagne contre les inondations, moi je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de sauver un électorat? C'est une question qu'il faut se poser. Parce que... Mais pourquoi justement cette interrogation? Oui, cette interrogation, tout simplement parce que il y en a qui cautionnent. Il y en a qui adhèrent. Et cela nourrit son homme, comme on le dit. Mais vous voulez dire qu'il y a des hommes politiques ou des élus au niveau municipal qui cautionnent? Oui, parce que je me rappelle, il fut un moment où on a commencé par déloger ceux qui vivent au cœur même de ces bas-fonds. Mais il y a eu de résistance, il y a eu des pressions venues d'en haut, je vais dire. Donc je me dis, ceux-là qui font la résistance, ceux-là qui mettent des pressions, est-ce qu'ils n'ont pas un intérêt à avoir des gens habités dans l'eau? Vous savez, ils ne leur rendent pas service. Parce que quand vous vivez dans un bas-fond, vous êtes exposé aux moustiques, vous êtes exposé aux maladies diarrhéiques, vous êtes exposé aux moucherons, vous ne dormez pas en paix. J'ai toujours dit à mes étudiants que l'homme n'est pas un aquatique. L'homme est un mammifère terrestre. Laissez les aquatiques rester dans les bas-fonds, dans les zones marécageuses. On les connaît. C'est les grenouilles, c'est les crapauds. On est semi-aquatique, en fait. Non, on est semi-aquatique, mais on n'est pas aquatique. Est-ce que vous voyez? Donc, je dis, non, il faut qu'on fasse du sérieux. Si vous prenez tout l'argent qu'on a eu à dépenser depuis 1990, 91, 92 jusqu'à aujourd'hui, où on parle de Cotonou en campagne contre les inondations, toute cette somme cumulée, on a déjà acheté des terres dans des zones bien chaudes, on a acheté, on peut construire et on peut restaurer les bas-fonds et amener ceux qui habitent ces bas-fonds-là à aller habiter sur la terre ferme. Il faut comprendre, ils vont accepter. C'est une affaire de décision politique. Ça ne sert à rien chaque année de gaspiller de l'argent alors qu'on sait que la solution est là. La solution, c'est d'amener ceux-là. Je ne suis pas pour qu'on les dégaspille pour dégaspiller. Non, je suis contre la pression, la force. Non, j'aime pas ça. Mais l'État peut les accompagner. On va trouver des terres à Calavi, à Glodibé, à Semekpoudji. L'État va les accompagner, va construire et ils vont libérer les bas-fonds pour aller habiter ces terres. Vous allez voir que... Mais aujourd'hui, ça paraît comme une solution un peu plus compliquée. Pourquoi? Voilà, donc aller à créer d'autres problèmes sociaux. Quand on prend aujourd'hui, vous avez parlé de ces 30% de réceptacles naturels occupés aujourd'hui et à vouloir déloger tous ceux-là. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui? Vous savez, à Abidjan, il y a un quartier l'année dernière qui a été complètement rasé. Il a été rasé tout simplement parce que des gens ont occupé les zones marécageuses de ce quartier qui ne sont rien d'autre que des couloirs naturels de passage d'eau. Et depuis que le quartier a été rasé, il n'y a plus d'inondation, comme on a vu par le passé. C'est une affaire de décision courageuse. Et c'est ça que je dis. Il ne faut pas aller par la force. Il faut aller par la négociation. Il faut un accompagnement, si vous voyez. Et les gens vont comprendre qu'ils ont plus intérêt à rester sur terre ferme que de rester dans les bas-fonds. Vous pensez qu'ils sont heureux dans les bas-fonds? Je ne crois pas. Là où tu as investi 20 millions pour construire dans un bas-fond, avec la moitié, tu as construit 2 fois plus sur terre ferme. Parce que la fondation dans un bas-fond, ce n'est pas donné à des pauvres comme moi. Non, ça coûte excessivement cher. Et quand vous allez dans les bas-fonds, aujourd'hui, les bas-fonds sont transformés en dépotoirs sauvages d'ordures. Nous, en tant qu'environnementalistes, on dit que ce n'est pas normal. Un bas-fond, c'est un écosystème. C'est un milieu de vie. Le bas-fond contient des plantes en équilibre avec l'environnement. Il contient des animaux, il contient des plantes, il donne de l'oxygène, ne serait-ce que les tifas qui sont là. Ils absorbent le gaz carbonique. Ailleurs, ces zones humides-là sont valorisées. Et autour, on développe des activités économiques. Donc, moi, je dis, si nous voulons vraiment
essayer de restaurer Cotonou, finir avec les inondations, accompagnons ceux-là qui sont dans les bas-fonds, faisons une politique de relogement, d'accord, et on va les installer sur les terres fermes et on va simplement draguer ces bas-fonds parce qu'actuellement, ils sont comblés. Ces bas-fonds sont comblés par des déchets, sont comblés par des sédiments, sont comblés par tout ce que vous savez. On va draguer ces bas-fonds, on va restaurer ces bas-fonds, on va redéfinir les couloirs naturels d'écoulement de l'eau. Et plus jamais vous n'aurez encore d'inondation à Cotonou. Mais c'est vrai qu'avec le régime actuel au pouvoir qui a parlé de la modernisation de Cotonou, on a vu quand même l'opération de déguerpissement qui a rendu la ville un peu plus aérée. On l'a vu, en son temps, certains ont souhaité quand même aller plus loin au plan écologique et environnemental. Il y a eu des promesses faites dans ce sens qui aujourd'hui sont restées encore, en tout cas, intactes. Oui, des promesses faites sont restées intactes. Je dis, les promesses seront tenues. Moi, j'y crois. C'est peut-être la méthode qu'il faut revoir. C'est la méthode qu'il faut revoir. Ce que nous disons, c'est très simple. Les zones marécageuses, c'est des zones humides. C'est des zones qui appartiennent à l'État. Elles sont régies par la Convention de Ramsar. Donc, il n'est pas question à ce qu'on lotisse des gens dans ces zones-là. Quand vous réfléchissez un peu, ça sort de l'entendement. Mais si cela est arrivé comme ça, c'est parce que tout le monde veut rester à Cotonou. Non, tout le monde ne peut pas rester à Cotonou. Développons d'autres pôles. Mais quand même, au niveau quand même des services étatiques et même également au niveau de la municipalité de Cotonou, par exemple, il y a beaucoup de techniciens, il y a beaucoup de cadres. Et on sait quand même le danger que représente l'habitation dans les zones marécageuses, dans les bas-fonds. Et pourtant, on fait des opérations de lotissement dans ces milieux. Alors, vous en appelez à la conscience de... Oui, j'en appelle à la conscience des acteurs de cela. Et je me demande ceux-là qui ont cautionné par le passé les lotissements, les recasements dans les bas-fonds. Je me demande, est-ce qu'ils ont rendu service à ces habitants? C'est une question que je me pose. Je ne crois pas. Est-ce qu'ils ont le sens de la sauvegarde et de la protection des écosystèmes aquatiques? Est-ce qu'ils connaissent le rôle que les 30% de bas-fonds de Cotonou jouaient pour l'équilibre de notre cadre de vie? C'est des questions que je me pose. Et je me dis, si par le passé, cela s'est fait, aujourd'hui, ne faisons plus ça. Si par le passé, cela s'est fait, et les études ont réellement montré que c'est ça qui est à la base des inondations à Cotonou, ayons le courage, une fois de plus, de finir avec ça. Très bien. Donc, on retient que la solution que vous proposez ici, ce n'est pas des milliards. Non. Il faut simplement libérer les exutoires naturels. Il faut simplement libérer les exutoires naturels de l'eau. Il faut restaurer les bas-fonds. Il faut les draguer parce qu'ils sont aujourd'hui comblés de sédiments. Là, quand il va pleuvoir, l'eau naturellement va aller dans ces bas-fonds. Et après, va trouver son chemin naturel pour pouvoir aller vers le lac Nokwe ou bien vers la mer. Et ceux aujourd'hui qui sont dans ces situations, sont dans ces milieux, quel message vous avez à l'endroit de ceux-là qui sont dans ces milieux aujourd'hui? Alors, ceux-là qui vivent dans ces milieux aquatiques, je leur dis simplement qu'ils sont à la base des inondations à Cotonou. Parce que les bas-fonds, c'est des zones naturelles tampons pour pouvoir recueillir l'eau. Les bas-fonds jouent un grand rôle dans l'équilibre de notre cadre de vie. Ceux-là qui vivent dans les zones marécageuses, dans les bas-fonds, si nous avons la chance et l'État nous entend et décide un jour de les amener à aller sur terre ferme, je recommande qu'ils ne s'y opposent pas, mais qu'ils acceptent parce qu'ils vont faire de l'économie, ils seront épargnés des maladies diarrhéiques et ils ne vont plus mourir du paludisme. Très bien. Merci à vous, Dr Dovonou et Dia Flavien. Et rapidement, c'est vrai que ce n'est pas seulement à Cotonou où on ressent les inondations. Maintenant, pour cette petite saison, ça s'est étendu pratiquement au niveau du sud du Bénin. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la situation actuelle?
Oh, une idée de la situation actuelle, je ne sais pas bien placer, mais tout ce que je sais, c'est que le pays est abondamment arrosé. Et nous, en tant que spécialistes de l'eau, on se pose la question de savoir cette eau en excès, qu'est-ce qu'on en fait? Vous savez, le Maroc dit qu'il peut ne pas pleuvoir pendant 5 ans. Lui, il va toujours continuer à donner à manger à sa population. Parce que le Maroc a suffisamment de barrages. Ça fait l'économie d'eau. Ah oui, il faut une gestion rationnelle des ressources en eau. C'est une autre thématique, on reviendra là-dessus. Avec plaisir. Professeur, docteur, bien sûr, Edia Flavien Dovonou, vous êtes spécialiste en management environnemental et qualité des eaux. Vous êtes coordonnateur des formations de master à l'Institut national de l'eau. Avec vous, nous avons parlé des inondations, la gestion des inondations à Cotonou. Peut-on sauver Cotonou des eaux? Oui, bien sûr. La solution est très simple et non à coût de 2 milliards. Il faut simplement restaurer les bas-fonds, déloger et reloger ceux qui aujourd'hui occupent les histoires naturelles d'eau, puisque Cotonou, sur ses 70 km², est constitué 30% à peu près, et bien sûr, de couloirs naturels d'eau. Merci à toutes et à tous. Le décryptage, c'est les mardis, jeudis sur Eden Télévision. Au revoir et à très bientôt.